Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter le monde. Juste là, un peu pour conclure, je voulais juste savoir comment tu t'étais renseigné sur les formations à la fin du lycée. Alors, je pense que ça a vachement évolué parce que Parcoursup, c'était soit les balbutiements de Parcoursup à l'époque. Ouais, je m'étais renseigné. En fait, on avait pas mal de salons. Après, t'avais des renseignements sur Internet, l'internaute et tout, machin. T'avais vraiment plein de trucs pour voir. Tu tapes « que faire plus tard dans ma vie ?» Tu vois, tu disais « tiens, j'ai envie de faire tel truc, je suis plutôt artistique, plutôt scientifique. » Plutôt élevage de moules, je sais pas, tu vois, et du coup tu choisissais ce que t'allais faire. Mais comment je m'étais renseigné, je sais que 3IS déjà c'était pas sur je dis Parcoursup mais je crois que ça s'appelait autrement. APB, ouais. APB, ouais. Ah bah ouais, carrément, bien sûr. Attends, moi j'ai bossé, mon pote. Hein. Bravo. Ça fait bientôt un an que je fais le podcast, je peux te dire qu'à APB, Parcoursup, ça y va. Mais bien sûr, c'était ça, évidemment. En gros, c'était pas dessus. Parce que c'était, en fait, comme pas mal d'écoles privées, c'était pas dessus. Ça endort. Donc du coup, moi, j'avais un peu un deal avec ma mère, tu vois, de OK, je m'inscris à ce truc-là, je vais passer le concours, mais en parallèle, je mets quand même d'autres trucs, un peu plus BTS sécurisant. Et puis, j'avais quand même mis, tu vois, médecine et tout... Mais, ah ouais, t'avais mis médecine. Mais parce que n'importe quoi, jamais j'aurais fait médecine. C'est juste, je m'étais dit, bon, pas veto, vas-y médecine, quoi. J'ai une pote aujourd'hui qui est médecin, bravo à elle, super médecin et tout, gériatre, et qui, enfin, je vois les années de galère et tout, et elle, c'était une passion, la médecine, tu vois. Moi, j'y allais en mode, bon, pas veto, au pire, je ferai médecin, n'importe quoi. Ça gagne bien, c'est cool. Tu vois, c'est hyper rassurant sur le système médical aujourd'hui, tu vois. C'était, non, faut taffer, tu vois. Et du coup, non, j'aurais jamais... C'est qu'en fait, j'ai mis un peu des choix pour me sauver, mais en vrai, je misais tout sur le ciné, quoi. Ce qui est encore une fois est hyper absurde avec le recul, parce que je me dis vraiment, quelques mois avant, je m'étais même pas posé la question, donc j'ai l'impression d'être un imposteur, encore une fois. Non. On a fait le tour de ta formation. Est-ce que tu as des choses à dire en plus là-dessus? Non, si ce n'est que, ouais, en fait, on a quand même été formés sur... En tout cas, en fin de 3e année, il y avait vraiment ce projet de fin d'année où tu montais une équipe pour réaliser... Il y a eu... en gros, tous les réals avaient un film de fin d'année à réaliser. Donc, il y a eu 15 films de fin d'études. Et autour de ça, en gros, je crois que c'était un peu par 3... Non, je te dis n'importe quoi. Non, en fait, après, les équipes se montaient, et du coup, les réals montaient leurs équipes dans différentes sections. Tu vois, il y avait un peu ce truc pyramidal du réal qui monte son équipe et tout. Et donc, moi, j'ai bossé en tant que premier assistant sur un projet. Je me suis retrouvé second sur un autre projet et script sur un autre projet. Okay. J'étais pas très bon script. Okay. Voilà. Est-ce qu'on te présente aussi les différents postes que tu peux faire? Ouais. Genre, parce que, en fait, quand tu rentres, on te dit script, mais c'est script. Ouais, c'est un peu flou. Tu veux que j'explique un peu où sont les gens savent? Tu peux expliquer, ouais. Rapidement, mais en gros, le script ou la script, d'ailleurs, souvent, script, des femmes script, même si, voilà, peu importe, mais c'est souvent un poste où on trouve des femmes. C'est la personne qui est un peu là pour toute la partie, j'espère que je vais bien l'expliquer, mais gérer toute la partie continuité du scénario, c'est-à-dire que comme un film, ça se tourne dans le désordre, parfois tu vas tourner le jour 5 du personnage et l'après-midi le jour 2, et c'est la garante de la cohérence des raccords en fait du scénario, des raccords pour éviter qu'il y ait des faux raccords d'un plan à l'autre, mais des raccords du scénario à ce moment-là, le personnage il vient de s'habiller, il a son t-shirt qui est comme ça, et sauf que l'autre séquence tu l'as tourné 3 jours avant, donc il faut que tout soit raccord en termes de costume, en termes d'état émotionnel du personnage, j'en sais rien, on va tourner cette séquence, ton père est mort la séquence d'avant, tu vas pas être dans le même état émotionnel que voilà, et c'est un peu la trace de tout ce qui s'est un peu passé sur le tournage. Et j'espère que je le définis bien, et mes potes script m'appelleront me dire oui, ils viendront dans le podcast s'expliquer, ouais, c'est et puis ça, voilà, ce sera réglé. Exactement, ils parleront de 3IS avec plus de... Est-ce que c'est possible qu'on te refuse un scénario? Genre qu'on te dise non, tu fais pas ce projet? En fin d'études? Ouais. Ah ouais, j'imagine. Alors après, encore une fois, maintenant il y a une section scénariste, donc ça a dû évoluer. Moi, par exemple, quand j'avais voulu postuler
à la base, je m'étais posé la question pour présenter mon projet de série en 2e année. Bon, mon projet, il a pas été pris. Et merci de pas l'avoir pris. C'était vraiment pas un bon projet. C'était un peu dur à ce moment-là ou pas? Ouais, un peu, mais en fait, c'est pas plus mal. Honnêtement, je pense que j'étais pas prêt, quoi. J'avais besoin de grandir et de faire d'autres trucs. Et de me confronter justement à travailler en tant qu'assistant réel sur des projets où, bah, justement, j'étais frustré de pas pouvoir apporter un truc artistique que j'avais l'impression que j'étais légitime à ce moment-là d'apporter, alors que c'était peut-être pas forcément le cas. Et après, en sortant d'école, là, je me suis dit, non, mais en fait, c'est bon, j'ai envie de réaliser des trucs. Et encore, tout ne s'est pas passé comme prévu. Justement, tu nous donnes une transition parfaite. Voilà. Puisque là, on a fait le tour un peu de ta formation. Ouais. Maintenant, il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat. Il est temps de remplir son CV. Ouh là là. Bien, il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage en 3e et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV. Sauf qu'on n'a rien fait, à part 4e sur 5 au concours de pétanque à ton camping de la Fosse-sur-Mer. Alors on est là pour savoir comment toi, tu as rempli ton CV. On va peut-être commencer par les stages, déjà. Carrément. Tu les as fait en école, par exemple. Est-ce qu'on t'a demandé de faire des stages? De combien de temps? Avec qui c'était? Explique-nous tout. Ouais. Bah, on a fait... en fait, il y a 2 périodes de stage. En tout cas, il y avait 2 périodes de stage à l'époque. Il y a 2 mois de stage en milieu de 2e année, donc avant d'entrer en spécialisation. Donc, en gros, tu fais ton début de 2e année, il y a les vacances de Noël, et après, janvier-février, t'es en stage. Donc, moi, je me suis retrouvé à faire un stage en régie sur une série Canal+, qui s'appelle Hard, qui était, du coup, c'était le tournage de la saison 2. C'était trop bien. J'ai beaucoup appris parce que c'était la première fois que je me retrouvais sur un vrai tournage pro, tu vois, en régie, le bas de l'échelle, sous-payé, des horaires de fou et voilà. Régie, tu veux expliquer rapidement qu'est-ce que c'est la régie? La régie, c'est la logistique d'un tournage. Donc en gros, c'est tant les transports comédiens, l'installation des loges, HMC, etc. Quand t'es régisseur adjoint ou régisseur général, c'est aussi évidemment trouver les décors, les autorisations de tournage, les autorisations de stationnement, parce que quand tu tournes dans un décor parisien et que tu as 5 camions à garer, bah en fait, il faut qu'en amont, tu fasses les demandes à la préfecture, etc. Tu bloques les rues, etc. Voilà, c'est toutes les petites actions qui font que le jour J, le tournage, t'arrive et tu poses ta caméra, mais il y a 1 million de trucs qui ont été gérés en amont par la régie. Et après, sur le plateau, la régie, c'est effectivement la table régie, le café, un peu de catering, on va dire. Et puis parfois, ça va être du blocage de rue pour pas que les gens passent dans le plan derrière. C'est un peu les petites mains, tu vois. T'as fait ton stage à Canal. Comment t'as fait pour le trouver, ce stage? Ouais, bonne question. Déjà, l'école nous transmettait pas mal d'offres de stage parce que, en gros, sur des tournages comme ça, il y a quand même des places pour des stagiaires sur pas mal de postes, que ce soit en image, au son, en production, voilà, en régie. Régie, c'est pas rare qu'il y ait 1 ou 2 stagiaires. En l'occurrence, là, on était 2 avec... voire 3. On était 2. Bon, en tout cas, une pote à moi... et on était ensemble sur ce stage-là. Donc après, je crois que ça devait être une offre de stage qui avait été envoyée à l'école, qui nous avait été transmise. On recevait pas mal de mails de l'école à ce moment-là qui nous disaient bon, voilà, postulez à ces trucs-là. Voilà. Ok. Donc ça, c'était premier stage en première année ou 2e année? 2e année. 2e année, et tu as un stage après? Ouais, parce qu'en gros, ils estiment que ta 3e année se termine pas en juin, elle se termine en décembre, parce qu'en gros, tu finis tes projets de fin d'études. Et après, il y a l'été, et en fait, tu as 6 mois de stage à faire après. Et donc, à ce moment-là, j'ai refait des stages. Donc, j'ai fait un premier stage dans une boîte de prod en Normandie, petite boîte de prod en Normandie qui gère pas mal de trucs culturels là-bas, à Caen. Et en gros, ils étaient en train de préparer le tournage d'un film sur Guillaume le Conquérant, donc film historique et tout. Petite production par rapport aux moyens qu'on aurait aimé pour ce film, mais c'était hyper intéressant parce que du coup tu vois, t'es sûr de la préparation d'un film à décor, à costume et tout, et donc c'était impressionnant. Et c'était très très cool pendant quelques mois. Et puis après, je suis revenu sur Paris et j'ai refait un stage sur un téléfilm qui s'appelait Le sens de l'humour. Voilà, qui était l'adaptation en film d'un court-métrage qui avait été fait quelques années auparavant, qui avait gagné un César, je crois. Ok. Voilà, et donc pareil, un stage avec une autre équipe régie. Et... T'as trouvé ça pareil avec l'école et tout? Non, ça c'est une bonne question. J'ai peut-être Alzheimer, je me souviens plus. Je sais plus du tout comment je me suis retrouvé sur ce stage. Ça a été quoi les premières problématiques que t'as eues quand t'es rentré dans le milieu de l'audiovisuel et professionnel? Très bonne question.
Les premières problématiques que Merci, j'essaye. J'essaye depuis le début. C'est un peu Ok, condescendant, quoi. Bon, alors, très bonne question. La première. C'est la première depuis 2 heures. Donc bon. Première problématique que j'ai eue, bah déjà, il y a quand même un truc où d'un coup, tu rentres dans un milieu où enfin, je sais pas, en fait, moi au départ, j'étais pas assez dedans. La régie, c'est très particulier, hein, ça te demande quand même un truc de jugeote, faut être actif, faut être tout le temps motivé. C'est dur, tu fais des longues journées. Honnêtement, tu fais des semaines beaucoup trop longues. C'est en train d'évoluer aussi, tu vois, sur le fait de faire tourner un peu les équipes sur pas mal de plateaux, etc. Mais la régie, c'est un truc, quand t'arrives dedans, c'est quand même compliqué, tu vois, c'est fatigant. Donc, les premières difficultés, ça a été surtout ça, tu vois, c'est d'arriver, de comprendre comment marche un plateau, alors que tu sais pas comment ça marche un plateau, qu'un plateau de tournage, c'est une fourmilière où t'as 50 personnes et que ça bouge tout le temps et que chaque personne a un poste précis et sait en fait ce qu'il doit faire. Avec le recul, quand tu observes un plateau, c'est trop bien à observer parce que du coup tu dis ah ok bah lui ok bon d'accord, ça c'est l'accessoiriste qui est en train de gérer tel truc quand t'es hors d'un tournage, mais quand t'arrives dedans t'es jamais au bon endroit en fait, tu vois, il y a toujours un truc, t'es là et tu te rends compte que t'es dans l'axe de la caméra, tu fais oula non, tu te fais engueuler, tu vois t'as vraiment un truc où tout va trop vite quoi. Et puis t'apprends, mais au départ c'est ça, c'est juste que j'avais eu le permis pas longtemps avant, donc tu vois je conduisais dans Paris alors que je l'avais passé en Normandie mon permis et tout, il y avait vraiment un truc genre que se passe-t-il, tu vois, c'est d'un coup t'es projeté dans un truc. Comment ça, une caméra à 30 000 boules derrière moi? Non. Attendez. Ouais, c'est ça. Je vais plutôt prendre des cafés, moi. Exactement. Non, mais du coup, c'est très bien. Et puis bon, après, voilà, tu rencontres des gens plus ou moins connus. T'as un truc, tu rentres dans un milieu, quoi. C'est assez marrant. Des noms? Oh là, attendez. Des noms? Bah ouais, alors bon, c'est peut-être pas des noms qui vont vous faire si, mais pas mal. Enfin, sur Hard, il y avait Natasha Lindinger qui a fait pas mal de trucs et notamment qui a joué dans Le Flambeau l'année dernière, qui est une des candidates du Flambeau, qui était le rôle principal de Hard. Sur cette série, il y avait beaucoup de gens, Charlie Dupont, il y avait François Vincentelli. Puis bon, après j'ai croisé d'autres gens, peu importe. Il a le bras long, Voilà, je te parlais des musiques italiennes tout à l'heure, François Vincentelli. Mais non, mais ça c'est qu'aussi en termes de régie, tu te retrouves d'un coup t'es stagiaire régie, puis on te dit alors du coup tu vas aller chercher le comédien, tu vois, il y a un truc avec des règles à connaître, des trucs, enfin qui paraissent hyper bateau, mais voilà, bon, en tout cas c'est un truc de comment se tenir et comment, je sais pas. Je voulais parler un peu de l'intermittence. Expliquer un peu rapidement aux gens qu'est-ce que c'est, parce que c'est un régime assez spécial, c'est pas un CDI, c'est pas un CDD, c'est assez spécial, on te l'explique pas forcément à l'école générale parce que je suis d'accord. Même on t'explique pas un CDI de toute façon qu'est-ce que ça comporte et tout, mais donc quand t'es dans le milieu de l'audiovisuel, généralement t'as beaucoup d'intermittence. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est, et est-ce que tu veux dire déjà, est-ce qu'on te l'a expliqué à l'école de 3IS par exemple? Ouais, je pense qu'à l'école on nous l'a expliqué parce que de toute façon c'est un régime. Quand tu fais une école de cinéma, tu as de grandes chances de te retrouver à ce régime-là après. D'ailleurs, dans les difficultés, c'était sûrement le passage du stage à l'intermittence, parce que les premières fois que tu dois faire ton statut, t'as pas encore trop de contacts et ça prend un peu de temps. L'intermittence, qu'est-ce que c'est ? C'est un statut qui est rattaché à Pôle emploi. Donc en fait, quand tu es intermittent du spectacle, tu es demandeur d'emploi. Mais c'est une branche bien spécifique des demandeurs d'emploi. L'idée, c'est que pour avoir le statut, il faut avoir fait 507 heures sur les 12 derniers mois. Je te parle d'un point de vue technique parce que quand tu es comédien, ça se compte pas forcément en heures, ça se compte en cachet. Donc en gros, un cachet, ça doit être 12 heures, donc X cachets à faire sur 12 mois. En gros, 507 heures, ça te fait 3 mois et demi, non? Ouais, c'est ça. Comme ça. En gros, donc ça paraît non-stop, enfin sur des semaines de 35 heures, comme des gens qui travailleraient dans un bureau, enfin, c'est ça, qui seraient en CDI 35 heures. Quoi. Ça paraît pas grand-chose. Je sais que moi, j'ai beaucoup, j'en ai pas mal parlé avec des potes qui étaient pas du tout dans le milieu à l'époque quand j'ai commencé à bosser. Tu sais, il pouvait y avoir ce genre de discours de genre. Oh, ça va, c'est 3 mois et demi de taf, tranquille. Et je rajoute une précision, 507 heures minimum. Oui, minimum, bien tu sûr. peux continuer. Oui, bien sûr. C'est peut-être mieux aussi de continuer. Ouais, c'est mieux de continuer parce que pour le coup, moi, le tout premier statut que j'ai fait, qui en finalité, je l'ai eu bien après 3IS parce que j'étais parti dans d'autres choses entre-temps, mais le premier statut que j'ai fait, je l'ai fait à 507 heures minimum. Et j'ai eu un statut, en gros, le statut que tu obtiens, qu'est-ce que ça te permet au final ? Ça te permet en fait de toucher des indemnités pour les mois où tu travailles pas, ou en tout cas, c'est une compensation de ton salaire. Donc, en gros, c'est juste que tu vas gagner, tu es indemnisé à hauteur de
tant d'euros par jour, fois 30 ou 31 jours. Et en gros, si par exemple, il y a un calcul un peu précis, mais si sur le mois, je sais pas, t'as bossé 7 jours, tu vois, bon, bah, Pôle emploi va faire le calcul de, ok, donc on te donne pas l'intégralité de ton indemnité, on enlève les jours où t'as travaillé et tout, et ça va permet découler au fur et à mesure. Ça découle au fur et à mesure. En gros, il y a peu de gens, je pense, qui font que 507 heures. Moi, la première année où j'ai fait mes 507 heures, je l'ai fait à 507 heures. Mon indemnité, elle était en dessous du SMIC. Bon, bah, c'est une sécurité, c'est sûr, mais ça suffit pas non plus pour vivre. Le but, c'est pas de toucher l'intermittence et de se la couler douce derrière. C'est juste que c'est une sécurité pour les mois où tu vas avoir moins de boulot, ou aussi pour les mois où tu as des projets perso et bénévoles, parce que c'est un milieu où, moi, c'est mon cas et ça a été mon cas pendant longtemps. Quand tu écris des scénarios, quand tu développes des projets personnels, l'intermittence te permet en fait d'être rémunéré aussi pour ça, parce que tu bosses beaucoup gratuitement, tu bosses sur des projets des uns et des autres. Un court-métrage, ça te rapporte pas forcément beaucoup d'argent, voire pas du tout. Même voir ton père. Voir ton père. Et en fait, pour creuser ton trou et te faire des images et créer des choses dans ce milieu-là, bah, ce statut-là, en fait, permet quand même d'avoir une sécurité financière qui est rassurante pour ta maman quand tu lui as dit « Si, je vais faire une école de cinéma » et qu'elle t'a dit « Oula, tu veux pas faire médecine plutôt ?» Mais même, enfin, je rajouterai un truc, mais quand on est grand, quand on est des grandes personnes et qu'on commence à vivre indépendamment de ses parents, pour trouver, par exemple, un appartement, pour faire un prêt, que ce soit pour pour te déplacer, la voiture et tout, en fait, quand t'as un régime intermittent, de ce que j'ai entendu en tout cas, c'est forcément plus compliqué parce que t'as ce truc d'instabilité, entre guillemets, parce que il y a aussi des gens qui disent c'est pas si instable parce que t'as quand même une fois que tu l'as fait, t'as une garantie d'1 an d'être à peu près tranquille. Mais moi, c'est entre guillemets, je deviens vieux, je fais des guillemets avec mes doigts, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On le voit pas, mais moi je le vois. Non, mais c'est même pas à peu près tranquille. En fait, une fois que t'as ton statut, tu sais que pendant 1 an, t'as ton statut. T'as l'obligation, en fait, en tout cas, il faut que tu refasses des heures pour le revalider l'année prochaine. Mais moi, c'est ce qui me rendait un peu fou, c'est que quand tu cherches un appart et que t'es intermittent, t'as très peu de chances d'en trouver un. À Paris, c'est un enfer. T'as 12 000 personnes qui viennent visiter le même studio de 15 mètres carrés de toute façon. Donc, t'as 10 gars en CDI et puis toi, t'es là en mode moi, j'ai le statut intermittent, mais je bosse beaucoup. Ils vont te faire oui, bah écoutez, on va prendre un CDI en fait. Alors que le CDI, peut-être la semaine prochaine, il va se faire virer, tu vois. Mais il se barre. Et t'en sais rien. Moi, je vais pas me barrer de mon statut parce que j'ai cette sécurité-là et que je voilà. Bon, après, évidemment, on va pas faire un débat là-dessus, mais c'est un statut qui est précaire parce qu'en fait, ça reste rattaché à Pôle emploi, t'es demandeur d'emploi, t'es considéré comme un chômeur. Il y a beaucoup de gens en France qui savent pas ce que c'est, tu vois, qui ont l'impression que c'est des gens qui profitent du système. Enfin, vraiment. C'est pour ça, autant le préciser. J'ai eu des discussions parfois. Bah, on profite du système. Vous avez raison. Voilà, c'est ça que je vous dis. Non, pas du tout. Je suis tombé parfois sur des gens. À partir de là, je coupe. C'est mort. Je suis tombé parfois sur des gens où j'ai dû expliquer, tu vois, qui étaient en mode oui, bah, de toute façon, les intermittents, machin, comme si, tu sais, les intermittents, c'était que Jean Dujardin et qu'on gagnait tous des millions d'euros. Tu rigoles ou quoi? Est-ce que Jean Dujardin est intermittent? Mais pour moi, Jean Dujardin, pas du tout. Jean Dujardin, il a pas besoin d'être intermittent. Jean Dujardin, il prend juste son... Mais bien sûr. Il est même pas inscrit enfin, je dis peut-être n'importe quoi, mais pour moi, il a aucun intérêt à être inscrit à Pôle emploi et à s'actualiser tous les mois. Il en a absolument rien à faire, tu vois. Il gagne plein d'argent et il est très content. Jean Dujardin, si tu nous écoutes et tu es intermittent... Et il nous écoute. Je le sais. Peut-être qu'il l'est. C'est un ami, Jean. C'est un ami. En tout cas, non, je pense pas du tout que les grosses stars, en tout cas, aient besoin d'être intermittents. Ça n'a aucun sens, tu vois. C'est une aide, enfin même, tu vois, des gros chefs-op, etc. Au bout d'un moment, tu gagnes ta vie, t'as pas besoin, en fait. C'est juste que dans l'intermittence, t'as beaucoup de postes où, bah oui, en fait, c'est une sécurité parce que tu gagnes pas suffisamment. Si d'un coup, t'as un salaire qui te permet de tenir toute l'année, d'accord, tu vois, mais... Donc, il y a cette intermittence et il y a aussi la possibilité d'être indépendant. Ça, c'est je connais moins, je le suis pas moi-même et je connais des gens qui le sont. C'est une autre forme de liberté. Après, c'est un statut précaire aussi parce que oui, t'as des gens qui sont de plus en plus aujourd'hui, tu vois, mais qui sont vidéastes, en tout cas indépendants, tu vois, quelqu'un qui va par exemple bosser sur j'en sais rien, que ce soit faire des films de mariage ou des clips ou etc., et juste qui est auto-entrepreneur et qui a, voilà, j'en connais plusieurs, mais qui ont leur propre société, en tout cas qui sont en auto-entreprise et qui travaillent avec des clients et qui gèrent tout de l'écriture du projet au tournage, au montage et qui rendent un produit fini. Ils sont complètement indépendants, ils achètent leur matériel et ils sont et ils s'autogèrent comme ça. Mais après, le problème de l'auto-entreprise, c'est que, par exemple, même s'il y avait des aides au moment du Covid, par exemple, le chômage, c'est fini. Le chômage, c'est fini. Un mois où tu bosses pas, quoi. Et tu dois payer des charges et tout quand même. Donc, il y a quand même une gestion. Mais quand tu commences à avoir des clients depuis longtemps et des gens avec qui tu bosses régulièrement, ça peut être vachement intéressant, concrètement. Ok. Tu fixes tes propres prix aussi, ce que tu ne fais pas en intermittence parce que
Bon, à moins que tu négocies, genre t'es réel depuis longtemps. Il y a des échelles en fait dans l'intermittence. Ouais, t'as des grilles de salaire. Donc des annexes. Après, j'ai pas tous les trucs précis, mais par exemple, quand tu bosses en téléfilm ou en série télé, c'est ce qu'on appelle l'annexe 3. Et du coup, t'as une grille tarifaire. Donc le régisseur, par exemple, comme je l'ai beaucoup fait, en gros, t'es sur 400 et quelques. C'est un peu moins de 500 € par semaine brute. Ce qui te fait un total de à peu près 2000 € brut, sans compter les heures supplémentaires, etc. Il y aura forcément des heures supplémentaires sur un tournage parce que tu fais jamais des journées de 8 heures. Mais voilà, chaque poste est sur une grille tarifaire que tu négocies pas. C'est comme ça, tu vois. Et puis, puis après, voilà. Là, on en parle globalement. Mais comment t'as fait pour te renseigner justement sur l'intermittence, sur les grilles tarifaires, sur attends, c'est plus intéressant que je bosse. Moi je le sais parce qu'on en a parlé avant, mais c'est plus intéressant de bosser par exemple en télé que sur de la fiction, sur certains postes et tout. Comment t'as fait justement pour savoir tout ça? En fait, c'est au fil des projets et des rencontres, c'est vraiment des trucs qu'on m'a expliqué au fil de la route, quoi. Ouais. Sur le bord de la route, quelqu'un m'a expliqué. Non, mais tu vois, il y a vraiment ce truc où, en fait, oui, tu rencontres des gens qui vont t'expliquer comment, tu vois, qui savent que t'es en début tu commences à bosser, donc oui, on va te faire bosser pour que tu puisses faire ton statut, parce que tant que t'as pas fait ton premier statut, les seules rentrées d'argent que t'as, c'est quand tu bosses et t'as rien d'autre, quoi. Au départ, t'as pas encore tous les contacts qui t'appellent régulièrement, donc c'est 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là. T'es en renfort dans des équipes où t'as un tournage qui dure 2 mois, on va t'appeler parce qu'à un moment il y a besoin d'une personne en plus sur 2-3 jours. Là tu rencontres une nouvelle équipe, tu bosses bien et puis on te conseille pour d'autres trucs. Et donc après, faut bien bosser, quoi. Après, il faut bien bosser, quoi. Voilà. Et puis en fait, oui, quand tu commences à bosser, moi je pense que j'étais un peu pourri au début. Mais comme je bossais, comme tout le monde, mais tu vois, j'étais un peu nul, quoi. J'étais pas très dégourdi. Je sais pas, voilà, quoi. Mais t'apprends. Et puis, en fait, après, tu bosses et puis tu gagnes en expérience et tu gagnes en contact. Et puis, c'est un milieu de contact. Moi, j'ai fait pas mal de régie et j'adore, tu vois, parce que c'est un truc où à chaque nouveau tournage, tu rencontres des nouvelles personnes et chaque projet est différent, même au sein d'un même projet. Parfois, d'un jour à l'autre, tu tournes dans des décors qui n'ont rien à voir et t'as des expériences de folie. Ça, c'est trop, trop bien. Et t'apprends au fil du truc. Mais c'est un peu le discours bateau de t'apprendras jamais autant qu'en faisant, mais c'est vraiment un milieu pour lequel il n'y a pas plus vrai, quoi, que ça. En fait, t'apprends parce qu'en fonction des gens avec qui tu vas bosser, mais que ce soit au son, à l'image, au montage, c'est la même chose. Hein, c'est que t'as des gens, des méthodes de travail et tu vas apprendre avec ces gens. T'as ta base que t'as appris à l'école, mais t'apprendras jamais autant qu'après, quoi. On revient à cette sortie de 3IS. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais en sortant de 3IS? Et qu'est-ce que font les autres aussi, parce que... En fait, on a tous fait un peu nos stages. Alors, je pense que t'as des gens qui sont partis qui ont fait des stages au sein de boîtes de prod. Donc, par exemple, des boîtes de prod qui faisaient... j'ai un pote qui a bossé avec une boîte de prod qui faisait pas mal de documentaires, tu vois, qui lui était en journalisme. Et du coup, il a bossé pas mal avec une boîte. Donc, il a bossé sur différents reportages, différents docus, différents... projets avec une même boîte de prod. T'as des gens comme moi qui ont enchaîné les stages sur des films, des tournages ou des films ou des séries ou des téléfilms. T'as fait plus de stages que ça, du coup? Non, en fait, j'ai fait ça, mais c'est qu'après, non, parce qu'en fait, après, l'école te délivre plus de convention à la fin des 6 mois. En fait. Donc, non, moi, ça a été en gros deux gros stages. Okay. Mais je me demande, en fait, parce que t'as 6 mois pour les faire, mais je me demande si c'est pas genre 4 mois de stage obligatoire, tu vois, pour valider ton année. Pour ce que ça vaut, je veux dire, ton année, elle est validée à un moment, tu vois, c'est pas... Encore une fois, le but, c'est que tu fasses assez de stages pour avoir assez de contacts pour mettre un pied dans le milieu, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, du coup, j'ai dû faire un peu de renfort en assistanat mise en scène sur certains projets. Mais en fait, très vite, j'ai fait que de la régie. Parce que c'est là-dedans que je commence à me faire des contacts et que du coup j'ai commencé à bosser là-dedans. Mais j'en ai pas fait tant que ça. Assez vite, j'avais quand même un peu de galère de thunes et très vite en fait j'ai un peu coupé avec la régie pendant un temps et j'ai bossé en hôtellerie, donc rien à voir pendant un petit temps. Pas très loin des Champs-Élysées, dans un hôtel de luxe. Et alors, si tu veux des anecdotes, j'en ai un bon paquet aussi. Mais j'en suis friand. J'en suis friand. Non, mais ça, c'est pour le coup, c'était que, il y a eu une période où j'ai eu besoin d'un taf alimentaire. Mais ce qui m'allait, parce qu'en fait, du coup, en parallèle, j'ai beaucoup bossé de nuit. Et du coup, en parallèle, j'écrivais des choses et ça m'a permis, en fait, de gagner un peu d'argent et de pouvoir être un peu tranquille financièrement
et de me focaliser sur des projets perso. Donc ça a été, j'ai bossé dans le cinéma d'une autre manière à ce moment-là en fait. Et pendant une bonne période, de manière plus ou moins disparate parce que c'est des extras à droite à gauche, j'ai bossé en hôtellerie et donc j'étais plus du tout sur des tournages en régie et tout. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux expliquer un peu ton quotidien? Enfin, on va approfondir ça justement parce que c'est intéressant déjà pourquoi t'as dû quitter le cinéma entre guillemets et bosser sur un taf alimentaire comme ça. Pourquoi après t'es revenu complètement dans le cinéma et surtout quel était ton quotidien, parce que tu dis j'ai bossé dans l'hôtellerie mais c'était des extras, c'est ça? Et en même temps dans le ciné, c'était quoi tes journées quoi? C'était quoi mes journées? En fait là je pense on remonte, on est en 2013, je commence à bosser un peu c'était un peu après du coup les mois de stage, j'avais un peu de renfort en cinéma, je bossais quand même sur quelques trucs mais en régie. Mais t'arrivais pas à faire tes heures? Ouais, j'arrivais pas à faire mes heures, mais c'est surtout qu'à ce moment-là il y avait pas de gros projet qui s'est présenté à moi. Bon bref, peut-être que j'étais un peu nul dans mon taf, j'en sais rien, mais ça s'est pas fait quoi. Et du coup j'avais pas de thunes, donc c'était un peu galère et tout. Je commençais à me dire bon vas-y, je vais trouver un taf alimentaire à côté. Et puis un pote qui me dit apparemment quand même quand tu bosses dans l'hôtellerie tu peux avoir des bons tips et tout, donc voilà. Et en fait j'ai passé un entretien pour bosser de temps en temps en hôtellerie quoi. Et moi j'avais envie d'écrire des trucs à ce moment-là, donc je me disais c'est cool, tu vois, je vais pouvoir en fait un taf alimentaire comme c'est comme bosser à mi-temps dans un supermarché ou dans un ciné, tu vois, on s'en fout, mais sauf que t'es plus payé en plus. T'es plus payé parce qu'en fait c'est sur une base de SMIC, sauf que en fait je faisais de l'intermittence en hôtellerie quasiment, tu vois, c'est plus ou moins la même chose, c'est juste que ça me rapportait pas d'heures, mais c'était exactement pareil. Parce que les heures d'intermittence, c'est ça en fait, c'est des micro CDD à chaque fois en fait en réalité. Et du coup j'ai commencé à bosser en hôtellerie et tout pendant un petit moment, mais c'est un milieu, c'est difficile d'en sortir parce que en fait tu t'entends bien avec les gens et puis ils disent tiens pendant 3 mois là il y a un mec qui est un peu en arrêt, donc ça te dit tu reprends sa place en concierge de nuit, donc c'est de l'argent facile et tu dis bon vas-y je vais rester là-dedans parce que ça me laisse quand même le temps de faire d'autres choses. Mais en fait plus le temps passe, plus tu restes enfermé dans un milieu qui est pas le tien en fait et que tu t'emmerdes un peu. Et moi j'ai adoré bosser là-bas, j'ai eu des expériences trop marrantes parce que c'était un hôtel de luxe, tu vois, 4 étoiles près des Champs-Élysées. Ouais, donc ça, il y avait des demandes. Il y avait des demandes improbables. Tu côtoies des gens qui ont beaucoup trop d'argent et qui sont pas du tout connectés à la même réalité que toi. Et c'est on veut un exemple. On veut des exemples. Un exemple, des mecs, tu vois, un prince d'Arabie Saoudite qui, en une soirée, claque 24 000 euros, tu vois, dans un resto sur les champs. Et puis quand il revient, il dit il est avec plein de potes. Il y a des restes. Allez m'acheter des pizzas. Il te file 300 balles en billets, puis il te dit gardez la monnaie. Et tu fais mais je vais acheter 3 pizzas, mec, je vais pas du tout. Ok, tu vois, il y a vraiment un truc qui n'a aucun... C'est des rapports trop bizarres. Meilleure anecdote, c'était rien à voir, mais la nuit, tu fais des rondes de nuit. Et à un moment, je fais une ronde de nuit. Donc à 5h du match, je fais ma ronde et tout, tu check, tu récupères les trucs petit déjeuner et tout. Vous êtes toujours sur un podcast école de cinéma, hein, mais c'est juste on est parti sur de l'hôtellerie là d'un seul coup, mais attention, on a brillé. Et donc je fais ma ronde de nuit et tout. Et là, au bout du couloir, tu vois, je suis au 2e étage, ok, je suis parti du 7e, je redescends, j'arrive au 2e étage, je remonte le couloir, moquette, ambiance un peu calfeutrée, tu vois, ambiance feutrée, tu l'as. Le sol est rouge, l'ambiance est tamisée. Et au bout du couloir, je vois une silhouette endormie sur un canapé, tu vois. Il est 5h du mat. Ouais. Ok, bizarre. Et plus je me rapproche, plus je me dis, c'est marrant, cette silhouette a l'air d'être un homme de 50 ans nu, en fait, sur un canapé. Donc, nu, c'est marrant. C'est-à-dire complètement nu, tu vois. Donc, je fais, waouh, ok. Donc là, ça va être compliqué parce que, vous pouvez vous en douter, c'est un homme endormi nu. Donc, je me rapproche. Là-bas tu parles en anglais tout le temps parce que c'est grosse clientèle étrangère, tu vois, que ce soit Moyen-Orient. En l'occurrence c'était un Irlandais, je crois, qui commence à relever la tête. Je fais hello. Donc le gars il relève la tête, je vois qu'il est complètement bourré et tout quoi. Et donc il me dit waouh et tout. Je fais hello sir, what's happening, tu vois. Donc il me dit it's not my room. Je fais non it's not your room, it's the coach in the corridor là, vous êtes pas du tout. Je traduis, vous êtes dans le couloir actuellement, vous êtes sur le canapé. Et le gars se lève, tu vois, je me dis attends, tu sais, tu refais le film de la soirée dans ta tête, tu te dis mais attends, en fait si ce gars il s'est endormi nu, déjà il y a pas ses affaires autour de lui, je sais même pas comment il est arrivé là, tu vois. Donc je me dis déjà faut que ce soit vraiment un client de l'hôtel et il y a des familles, tu vois, dans cet hôtel. Bon, j'imagine que si quelqu'un l'avait croisé, j'aurais reçu un appel à la réception. Et donc, en fait, le gars se lève, il tâte à l'endroit où se trouvent ses poches de pantalon. Il me dit, j'ai pas mes room keys, tu vois, j'ai pas mes clés, quoi. Et je dis, ouais, carrément. Et donc là, tu te retrouves dans une situation où tu dois essayer de choper son nom
aller vérifier que c'est bien ce nom-là dans telle chambre, parce que tu peux pas ouvrir la chambre à n'importe qui. Peut-être qu'un mec nu rentre dans la chambre de quelqu'un, tu vois. Donc, Ce qui aurait fait une plus belle anecdote. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Mais en tout cas, on aurait enregistré en prison, du coup. Ouais. Voilà, exactement. Pas la même chose. Mais en tout cas, voilà, bon, bah, au final, on a pu vérifier son identité. Okay. C'était bien lui. Mais bon, ce genre de truc improbable où les gens ont de l'argent et tu sais pas ce qui se passe, ils vivent des... Mais en vrai, s'endormir à poil bourré, ça peut arriver sûrement à d'autres gens qui n'ont pas forcément d'argent. À côté de ça, ouais, tu bossais dans le cinéma aussi. Je bossais sur des projets perso, donc soit sur des tournages de copains, tu vois, de courts-métrages, de web-séries, etc. Soit sur un projet que moi j'écrivais, un court-métrage, que j'ai tourné en fait à cette période. Et en même temps que je travaillais de nuit, je suis rentré dans une école de théâtre, ce qui est des études un peu annexes, mais dont je peux parler aussi, parce que c'était cool. C'était une école qui s'appelait le Laboratoire de l'acteur. Et qu'en fait, à ce moment-là, dans ma vie, je m'étais dit, ok, en fait, j'ai envie de réaliser des trucs. Fais-toi confiance un peu, voilà, réalise des trucs. Et donc, je me suis dit, vu que je m'apprête à réaliser un court-métrage, j'aimerais bien pas être un réalisateur pourri qui sait pas parler aux comédiens. Et donc, peut-être me mettre à la place de l'acteur, c'est cool, quoi. C'est une expérience. Donc, je pense pas être un grand acteur, loin de là, mais c'était une expérience très cool parce que du coup, bah, t'apprends en fait, et puis juste tu te mets à la place de la personne dirigée. Et donc, je pense que pour mieux diriger les comédiens, c'était une bonne chose. Et donc, du coup, voilà, en fait, cette période, je bossais de nuit, j'étais en école de théâtre un peu la journée, donc j'étais bien fatigué. Tu dormais quand, en fait? Ouais, très peu, trop peu, vraiment trop peu. D'ailleurs, tu le fais un temps, mais voilà, enfin, c'est vraiment le truc, c'est débile, mais parce que tu perds des années de vie. Hein. Il y a des scientifiques qui ont fait des études où, en gros, t'as ton espérance de vie qui baisse parce que tu bosses de nuit. Enfin, les bosseurs de nuit. Ah non, mais clairement. Et puis en fait, je côtoyais aussi des gens qui bossaient de nuit depuis longtemps. Moi, je l'ai pas fait non plus si longtemps, tu vois, mais à un moment. T'as fait ça combien de temps? De manière très rapprochée. En fait, je pense que ça a dû s'étaler sur 3-4 ans quand même, au total, ouais. Mais parce qu'il y a un moment, je bossais plus, je rebossais un peu sur des tournages, mais j'y rebossais un petit peu. En fait, je pense qu'il y a un moment dans ma vie où je prenais pas trop de décisions, tu vois. Et je le regrette pas aujourd'hui parce que je suis là où je dois être et tout, il y a pas de souci, mais il y a vraiment un truc où je me dis quand même, ah putain, il y a des moments où j'ai peut-être j'ai trop traîné, mais en même temps, j'avais besoin de thunes pour payer mon loyer et je galérais, en fait. Donc, voilà, il y a pas de regret à ce niveau-là. Et puis, quand tu bosses dans un milieu, tu commences à gagner un peu ta vie, bah en fait c'est un peu difficile d'en sortir parce que t'as une sécurité et tu te dis putain c'est cool, en fait je peux sortir, je peux payer des coups à mes potes, je peux rentrer en taxi si j'ai besoin de rentrer en taxi et je suis pas en train de compter ma thune tout le temps. Ce qui est un truc qui peut t'arriver facilement dans ce milieu, l'air de rien. Et en fait je pense qu'il y a un moment où je me suis dit la petite pause, je profite un peu de ça et on verra après quoi. Et du coup oui, dans l'école de théâtre c'était très cool, mais du coup vu que je bossais de nuit, je l'ai pas fait à 100%, clairement. J'étais fatigué quoi en fait, voilà. Et puis mais par contre j'étais vraiment dans un truc de création qui était hyper cool. C'est que la nuit, quand j'avais le temps, j'essayais de bosser sur des projets perso. C'est un peu un cliché, tu vois, mais genre parce que je connais plusieurs personnes qui ont fait ça gardien de nuit, tu vois, et qui ont bossé, voilà. Et moi c'est mon plan de carrière, hein. Ah bah c'est en vrai c'était... Veilleur de parking. Veilleur de parking, il y a un truc cool avec le veilleur de parking. Moi j'aime bien tu sais, le personnage du veilleur de parking, il y a un truc cool. On en parlait avec un pote et tout l'autre jour pour un projet. Veilleur de parking, c'est cool, quoi. Mais c'est un personnage, quoi. Tu dois avoir que des gens bourrés et tout qui rentrent. Donc c'est pas forcément le non, c'est pas. Mais faut voir. Les gens bourrés, moi, nous, on était à côté des champs. C'est un des quartiers que je hais le plus à Paris, je pense. Mais parce que, en fait, ça. Ce n'est pas la plus belle rue du monde. Non, je suis désolé. Clairement. Et puis, en fait, la nuit, bah, allez-y la nuit, en fait, je suis désolé, mais. Bon bah non, en fait quand tu bosses à 3h du mat et que tu croises vraiment que des gens bourrés qui ont beaucoup trop d'argent, qui sont souvent des personnes encore plus imbuvables parce qu'ils ont beaucoup trop d'argent et qu'ils ont bu, et qui te regardent de haut parce que toi t'es derrière un desk, bref, je suis pas là pour parler de ça, mais bon, un peu détestable. Mais en tout cas à ce moment-là, je prépare en tout cas ce court-métrage et tout que j'ai fait un peu entre l'école, le taf de nuit et tout, qui est un court-métrage... que t'as vu, que j'ai fait. Très bien. Et celui-là, on le mettra en description. C'est gentil, merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est un cours que j'ai vraiment pris le temps de faire à ce moment-là. Je pense que ça m'a permis de faire ça, en fait. Que si j'avais été... pour le coup, la régie, c'est trop cool. Mais quand tu bosses sur un tournage en régie, t'as pas le temps du reste, en fait. Tu dis adieu à ta vie sociale pendant des semaines. Parce que en fait le soir tu rentres trop tard, le matin tu pars trop tôt, donc tu vas pas aller boire des verres avec des potes, et si t'es en couple, ta vie de couple elle est un peu mise en pause, en tout cas tu vois pas souvent l'autre, quoi. Et pour le coup le week-end t'es éclaté, t'as envie de dormir, tu vois. Donc bon, comme plein d'autres tafs, mais... Et donc en fait oui, non, à ce moment-là ça m'a permis de faire ce cours
dont je suis très fier et je suis très content d'avoir pu faire ça. Et ça m'a confirmé que en fait, j'avais envie de raconter des histoires et que du coup, c'était un truc qui me plaisait toujours. Même si j'ai mis du temps avant d'y revenir sûrement plus tard et que voilà. Il y a un moment où tu décides d'arrêter et de sortir de ce quotidien de concierge de nuit. Exactement. Qu'est-ce qui a débloqué ça ? Je pense, un peu comme tu dis, tu parles des années de vie que tu perds et tout. À un moment, je me suis dit, bon, là, en fait, je suis pas encore en train d'écrire et de réaliser des trucs comme je le voudrais. J'ai fait un cours, j'ai fait un clip, j'ai fait quelques projets. Et je suis content de ce que je fais. On me dit que c'est bien, je suis très content. On en parlera après, d'ailleurs, de tout ce que tu as fait. Non, mais après, voilà, c'est juste que du coup, à un moment, je me dis, en fait, là, faut quand même que je me remette dans ce truc de tournage parce que tu rencontres des gens et que tu te fais un réseau. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à rejoindre une équipe régie des gens que j'ai rencontrés à ce moment-là qui m'ont beaucoup fait bosser. J'ai commencé à faire mon statut. Je sais pas, là, on est du coup, tu t'es pas avec quelqu'un en études, donc tu couvres une période plus longue parce que je suis un vieux briscard. Ouais. Mais donc, je sais pas, 2016-17 par là, je me remets à bosser sur des tournages, je fais mes premiers statuts, etc. Et donc, depuis, ça roule, tu vois, mais j'ai fait beaucoup de régie. Et donc, à ce moment-là, quand même, ce truc de, si je suis pris sur un tournage de 1 mois et demi, 2 mois, c'est 1 mois et demi, 2 mois où je travaillerai pas sur mes projets perso. Mais à ce moment-là, je suis pas encore capable de passer à faire que ça. Et puis voilà, quoi. À ce moment-là, je pense que j'avais trop bossé de nuit. J'étais un peu devenu aigri parce que quand tu bosses de nuit, c'est rigolo. Au début, t'es un peu en décalage. J'aimais bien ce truc. C'est peut-être un peu nul dit comme ça, mais je trouvais sur ça. La nuit. Ouais, non, tu vois, dit un peu comme ça. Mais en fait, j'aimais bien la poésie. Je pense que je réécouterai cette phrase après. Je me dirais, bon. Espèce de petit branleur. Un peu limite quand même, tu vois, mais je vais le dire. J'aimais bien la poésie du t'es à l'envers par rapport aux autres, tu vois. J'aimais beaucoup prendre le métro le matin pour rentrer chez moi alors que tout le monde partait bosser. Il y avait vraiment un truc qui me plaisait, quoi, là-dedans, et je trouve ça cool et c'était très inspirant et j'aimais beaucoup ça. Mais en fait, au bout d'un moment, l'été, tu vois encore la lumière du jour, mais l'hiver, honnêtement, tu te réveilles, il fait nuit, quoi, tu vois, quand tu te couches à 8-9 heures du matin, tu dors hyper mal parce que tu dors mal la journée, enfin bref. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, allez, stop, repartons sur d'autres choses, allons faire de la régie, qui est un milieu hyper reposant. C'est ça mon option. Ok. Donc, tu fais régie, et jusque-là, tu fais régie. Ouais. À côté... tu fais tes petits projets. Non, mais t'as raison. Guillemets, ça, mais en non, fait. tu fais tes projets. Mais non, mais c'est vrai, si, ouais. Le petit projet, c'était un peu dénigrant. Non, mais en fait, c'est complètement vrai parce que c'est même comme ça que je le disais moi, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que j'ai dû apprendre à retardement. Désolé, je t'ai coupé, excuse-moi. Non. En fait, c'est que pendant longtemps, tu vois, on me disait, ouais, tu fais quoi et tout. Je disais, ouais, je fais de la régie et puis à côté, je réalise des courts-métrages, tu vois. Quand tu rencontres un producteur, quand tu rencontres un scénariste, ou une productrice, une scénariste, enfin bref, qui que ce soit en fait que tu rencontres. Du milieu. Si tu dis je réalise des courts-métrages, tu vois, je fais de la régie mais je réalise des courts-métrages, bon, les gens ils se disent pas, enfin tu vois, tu passes pas pour quelqu'un qui est à fond dans ce qu'il fait. J'ai l'impression en tout cas. Et j'apprends encore aujourd'hui, tu vois, à dire je suis réalisateur. Pendant longtemps, je me disais putain, tant que j'ai pas ma première fiche de paye en tant que réalisateur ou de scénariste, tu vois. Pas réalisateur. Voilà. Ou je suis pas auteur. Je suis pas auteur, etc. C'est un gros souci, syndrome de l'imposteur encore une fois, mais c'est un vrai truc. Et puis bon, après, depuis, j'ai appris que en fait, à partir du moment où tu crées des choses, c'est ça la belle petite leçon à retenir. Mais c'est un peu, on nous l'a dit, on nous le répète, tu vois, c'est qu'en fait, vous écrivez des histoires, vous êtes scénariste en fait. Alors oui, effectivement, faut vous former les gars, faut aller. Faites des formations, allez apprendre auprès d'autres gens. En fait, tu peux être nul en tant qu'auteur, mais tu restes auteur. Exactement. À partir du moment où j'avais écrit un court-métrage et réalisé un court-métrage, je pouvais m'estimer scénariste. C'est juste que d'un coup, j'avais l'impression que c'était un peu supérieur, tu vas dire ça. Ce qui est pas vrai, en fait, mais je pense que c'est le cas pour certaines personnes de se dire, bon, je suis scénariste et toi, t'es quoi, tu vois. Et que moi, je me considérais peut-être pas assez et je me disais, bon, voilà. Je réalise des courts-métrages, tu vois. Mais c'est pas très vendeur de dire ça, quoi. Mais donc, actuellement, quel est ton quotidien ? Actuellement, mon quotidien, là, ça fait 2 ans que que j'ai plus fait ou quasiment plus fait de régie, parce qu'à un moment, je me suis dit, ok, je commence à trouver le temps long, je suis pas du tout en train de faire ce que j'aime faire. Donc, mon quotidien, en ce moment, je continue à faire mes heures en bossant en événementiel de temps en temps, mais ce qui est cool, c'est que c'est des petites piges, des journées de 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là. Je filme des conférences, je filme des spectacles, etc. avec souvent les mêmes personnes qui m'embauchent.
et toujours avec des copains avec qui j'ai bossé depuis que je suis sorti d'école. Donc ça, c'est vraiment la partie alimentaire, où d'un coup, d'un point de vue technique, je bosse avec des caméras et tout, c'est très cool, mais en fait, je peux faire le minimum d'heures, on va dire. Après, je coécris une série avec un pote, on travaille le projet depuis longtemps, et du coup, ça fait partie du truc de s'accepter en tant qu'auteur, où d'un coup, j'ai rencontré des gens à la SACD, la Société des auteurs, compositeurs, dramaturges, qui gère les droits d'auteur. Il connaît par cœur. Je connais par cœur, c'est fort. Et un jour, voilà, j'étais pas adhérent de cette société-là, parce que tu peux être adhérent, une fille qui travaille là-bas qui nous a dit, en fait, mais vous êtes pas adhérent. On était là, ouais, mais tu sais, nous, on écrit comme ça, mais on n'est pas vraiment scénariste. Elle a dit, bah, vous écrivez des trucs. Ouais, bah vous êtes scénariste en fait, donc vous adhérez maintenant. Et donc on a adhéré, et donc ça fait du bien à l'ego aussi, où tu dis bah en fait oui, ça s'appelle du racket, oui, ça c'est du racket. Voilà. Ouais, bah 50 €, voilà, donc elle a réussi, mais moi je suis très faible moralement. J'ai dit ok, mais non, en fait bah voilà, je développe ce projet là. Donc dans un mois on va tourner le pilote de notre série, donc c'est chouette, on bosse avec un producteur et tout, et je commence à me faire plus confiance à ce niveau là. Et puis en parallèle d'autres projets d'écriture, et puis de réalisation, j'espère bientôt. Après, ces dernières années, il y a forcément des projets que j'ai écrits avec l'ambition de le réaliser, où ça a failli se faire, mais ça s'est pas fait parce que les financements se mettent pas en place tout de suite, etc. Là, en fait, je suis un peu je vais dire, c'est pas en roue libre hein, que je veux dire, mais j'ai trouvé mon propre rythme, où je continue à gagner, à faire mes heures, je fais mon statut et j'ai une sécurité à ce niveau-là. Par contre, juste accepter le fait que le statut intermittent me rémunère pour le travail que je fournis à côté, parce qu'en fait, la série sur laquelle je travaille, qui pour l'instant n'est pas en développement auprès d'une chaîne, bah en fait, je suis très peu payé pour le faire, parce que à part quelques aides qu'on a eues à l'écriture, où du coup on se rémunère un petit peu avec ces aides, bah en fait, je suis pas payé pour écrire. Et en fait, c'est un peu con dit comme ça, mais là, j'ai plus 20 ans, tu vois, donc forcément... ça fait quelques années que je suis sorti d'école, et donc en fait il y a forcément un quotidien, t'as un loyer à payer, t'as tout un tas de trucs. C'est ce qui a été mon problème toute ma vie en fait, c'est que j'ai toujours gagné un peu ce qu'il fallait pour vivre quoi, et pour faire ce que j'aime à côté. Bah là du coup oui, en fait le statut me permet d'être payé pour écrire, et donc de temps en temps juste d'accepter le fait que ok bon bah voilà, là pendant tant de mois je travaille sur ce projet là, et voilà, de temps en temps je fais des heures quand il y a besoin, mais ça veut pas dire que je suis sur mon canapé à rien faire, tu vois. Mais que voilà. Donc en fait, mon quotidien, c'est un peu ça. Là, en ce moment, beaucoup de boulot, parce que beaucoup d'écriture, et c'est trop bien. Je suis trop heureux, en fait. Et ça, pour le coup, même si j'adore la régie, et même si j'adorais travailler sur des tournages en régie, parce qu'il y a une émulsion, il y a un truc de groupe qui me manque un peu, parce que je suis pas tout le temps sur des tournages et tout, pas aussi souvent qu'avant. Bah en fait, ça suffisait plus au bout d'un moment, tu vois. Il y avait un truc où j'étais plus heureux à faire que de la régie, j'avais besoin de créer en fait des choses, et du coup je suis trop content de le faire là, et c'est trop bien, et oui, mon quotidien c'est ça. Et puis j'ai fait des trucs aussi l'année dernière très cool, et pareil, bah du coup là c'est, en l'occurrence ça m'a fait faire des heures, mais en tant qu'auteur, en tout cas réalisateur aussi, ou pour une série France TV Slash qui sort l'année prochaine, j'ai fait un peu de contenu additionnel, enfin ils ont appelé ça des modules, mais en gros j'ai tourné un peu de making-of, un peu de contenu additionnel, on va dire, avec les personnages de la série en parallèle du tournage. Et donc ça, c'était cool aussi, parce que bah, du coup, tu rencontres des nouvelles personnes, nouveaux prods et tout. Et donc, c'est aussi agréable ces dernières années de rencontrer des gens du milieu, mais pas en tant que régisseur. Parce que la régie, c'est un bon pied pour entrer dans... Enfin, tu vois, c'est une bonne manière d'entrer dans le milieu. Mais l'air de rien, quand tu rencontres des gens et tu dis, voilà, là, je suis régisseur, mais à côté, je fais ça... Il y a des gens qui ont l'ouverture d'esprit de se dire « Ah ok, c'est cool, il faut que j'aille voir ce que la personne fait », mais il y a des gens qui te catégorisent direct en tant que régisseur, tu vois. Ouais, c'est fini. Malheureusement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui font un peu les deux, et c'est toujours trouver le juste milieu, de savoir en fait en fonction de ce que tu as envie de faire. Tu as des gens qui font de la régie et qui ont envie de monter les grades en régie. Moi, c'était pas mon cas, tu vois. Donc après, du coup, pendant longtemps, je suis resté au stade un peu zéro de la régie. Et puis bon, bah en fait, voilà, au bout d'un moment, j'y trouvais plus mon compte, quoi. J'en parlais au début pendant la présentation. T'as toujours l'âge pour apprendre des choses. Toi, en ce moment, qu'est-ce que tu apprends à faire ? Tellement de trucs. Je suis trop content. Parce que depuis que j'ai 30 ans, je me sens hyper libéré d'un poids. Je me sens libéré en moi. Non, mais en fait, c'est con, mais du coup, il y a ce truc où je me fais carrément plus confiance qu'il y a quelques années, et en même temps, j'ai hyper envie d'apprendre plein de trucs. Donc qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends à écrire, en fait, déjà. Je me dis, bon, ok, alors peut-être que je suis pas scénariste
confirmé avec justement je suis pas sorti de la FEMIS ou je suis pas sorti d'une école de scénario, j'ai pas de diplôme de scénariste, mais déjà sur le projet que je coécris, j'apprends tous les jours parce que t'as un prod qui te fait des retours et qui te voilà, par rapport à d'autres projets, t'apprends. J'apprends quand je bosse en événementiel à travailler avec des nouvelles caméras, des trucs techniques d'image pure que je maîtrisais pas du tout quand j'étais à l'école parce que j'ai pas été formé là-dessus, et donc du coup j'apprends des trucs hyper techniques qui sont pas forcément ce à quoi j'aspire le plus, mais qui en fait sont hyper intéressants. Enfin en fait ça fait un peu j'engrange des connaissances, tu vois, mais c'est ça. Et puis en termes d'écriture, voilà, il y a pas longtemps on peut en parler, c'est qu'en gros j'ai participé, c'est là qu'on s'est rencontrés toi et moi, mais en gros on a participé à une résidence d'écriture qui était co-organisée par le festival Frames, qui est un festival de web création, et Arte. Et donc du coup, il y a eu 8 projets qui ont été sélectionnés, des projets de séries dans l'optique d'être peut-être développés par Arte un jour. Mais en tout cas, voilà, une semaine où on a bossé, on a écrit, on a échangé et tout. Et donc j'apprends en fait à travailler aussi en équipe à ce niveau-là, tu vois, de rencontrer des gens dont c'est le métier, des gens dont c'est le métier de manière autodidacte, comme c'est un peu tous notre cas en fait, parce que même si j'ai fait une école de ciné en fait en écriture pure, j'ai vraiment tout ce que j'ai appris, je l'ai appris au fil du truc, quoi. Et c'est pour ça que je me considérais pas assez au début, mais qu'en fait voilà. Et c'est trop intéressant, quoi. Enfin, c'est trop bien. Là en ce moment, j'adore, quoi. Le fait de se mettre sur TikTok, c'est aussi de l'apprentissage ? Complètement. Ouah, il m'a eu. Oui, alors en parallèle de tout ça, je suis TikToker. Non, je suis pas TikToker, j'en sais rien. T'es TikToker de ouf, mec. Allez, je suis TikToker. Non. C'est juste que tu fais du contenu sur TikTok, et donc tu restes TikToker. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas, faut pas voir ça d'un côté péjoratif. Non, c'est pas ça. Ce que tu fais, c'est drôle, c'est sympa et tout, tu vois. Ouais, c'est gentil, mais c'est parce que en fait, TikToker, ça a une connotation négative, qui peut être négative. C'est pas forcément. Après, tu reprends des danses, c'est pas grave. Oui, voilà, c'est ça. Tu fais des chorés, voilà. Je danse, c'est cool. Je twerk à mort tout le temps. Extrêmement mal. En vrai, il y a pas que. Non, évidemment qu'il n'y a pas que du twerk. Non, pas du tout. Mais au moment où j'ai commencé à poster des trucs sur TikTok, vraiment déjà. En fait, j'ai sûrement quelques années de plus que plein de gens qui postent des trucs sur TikTok, même si ça veut rien dire, tu vois. Et il y a plein de gens dans mes potes et tout qui étaient en mode ça va, tu vois. Mais les gens qui percent sont vieux. Hein. Ouais, c'est vrai. Vieux. Non, mais j'ai compris. Je vais pas te dégommer. Ouais, comparé à l'âge que les gens moyen des TikTok, utilisateurs, c'est vrai. Tu le dis beaucoup mieux que moi d'ailleurs, l'âge moyen des utilisateurs. Je travaille pour TikTok, pas du tout. Non, en fait, c'est que du coup, il y a quelques années. Alors oui, c'est marrant, mais c'est peut-être intéressant. Ça, encore une fois, moi, je vous balance des trucs. Je sais pas si c'est intéressant ou pas, mais en fait, il y a quelques années, c'était un peu avant le Covid, où j'étais dans une phase où justement, quand t'écris des projets, t'as un truc de le temps se délite de manière infinie, où t'écris, ça prend du temps, c'est laborieux, parce que écrire un dossier, c'est laborieux, note d'intention, tu t'envoies à un producteur qui te fait des retours, et tu réécris, il te fait des retours, ça prend un temps fou, et ça s'étale vraiment sur des mois et des mois. Et du coup, moi, à un moment, je me suis dit, ok, là par contre, ce qui me manque, c'est juste de la spontanéité, en fait, de pouvoir avoir une idée, de le faire, et les réseaux sociaux te permettent ça. Donc je me suis pas dit je vais percer sur les réseaux sociaux, c'est juste que je me suis dit ouais, ça c'est marrant comme idée, viens, je le fais aujourd'hui. C'était hyper agréable parce qu'on peut le faire, et il y a plein de gens qui le font, et TikTok c'est une plateforme dingue pour ça, c'est que c'est un foyer à création trop intéressant, je trouve. Et du coup oui, je me suis mis à poster des trucs sur Instagram pour mes potes, et puis en fait il y a le petit frère de ma copine qui m'a dit mais poste des trucs sur TikTok. J'étais là ouais, je sais pas. Il me dit si, tu vas voir, tu vas faire des vues et tout. J'ai commencé à poster dessus, il s'avère que j'ai fait des vues. Mais c'est trop bien en plus. Enfin, oui, au-delà des vues et tout, et ça te fait de l'audience, et pourquoi pas des gens qui te découvrent. Ouais, c'est ça, c'est ce truc-là. Mais d'ailleurs, ça m'a apporté du boulot sympa, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que ça m'a quand même apporté du boulot. Ah ouais? Ouais, ça m'a apporté le truc pour France TV, c'est alors la productrice qui m'a appelé, je la connaissais, j'avais fait de la régie avec elle. Mais en fait, c'est juste qu'elle a vu que je faisais des vidéos un peu marrantes sur Internet, et qu'à un moment, quand elle a su qu'il fallait quelqu'un pour faire du contenu, a pensé à moi, en fait. Comme elle aurait pu ne pas du tout penser à moi si j'avais jamais fait ça. Donc ça, pour le coup, c'est peut-être un truc dont je suis content et fier, et je pense qu'il faut garder ça en tête, c'est que les réseaux sociaux, si vous avez des choses à raconter, des choses à dire, des trucs, vraiment, j'ai l'impression de parler comme un vieux de la vieille, tu vois, mais... juste, en fait, créer des trucs, ce sera jamais négatif, en fait. Faites-le, ça existe, ça a le mérite d'exister quelque part. Et en fait, en l'occurrence, ça m'a apporté du boulot, c'était très marrant.
Alors on m'a appelé, du coup tout le monde se dit ouais c'est le gars de TikTok qui vient faire des trucs. Bon en fait après il s'avère que j'ai quand même une formation qui me permet un peu de faire du montage et des trucs. Du coup en l'occurrence c'était pas que ça, mais ça m'a apporté ce truc-là en fait, vraiment de faire des vidéos un peu débiles dans mon appart avec mon chat qui essaye de me tuer. Ça a amené ça. Donc voilà. Ouais. On a fait tout ton CV, on a bien taffé. Il est l'heure d'aller à l'après-travail. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Odès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. L'après-travail ou l'afterwork, pour les plus anglo-saxons d'entre nous, c'est un moment après la journée où ta pote vient t'embarquer pour boire un verre, alors que le lendemain, tu commences à 9h du matin. T'as pas forcément envie d'y aller, et c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, t'y vas quand même. Pour commencer cet après-travail, donc je voulais parler des points positifs de toute ton expérience, que tu vas en citer quelques-uns. Des points positifs de mon expérience, je pense que c'est un milieu où tu rencontres plein de gens tout le temps, et chaque journée est différente de l'autre. Ça paraît un peu bateau comme ça, mais moi j'avoue que ça c'est un truc que j'apprécie le plus dans ce milieu-là. C'est que je sais que je me voyais pas bosser, tu vois, pour une même boîte tout le temps. Ouais. Et du coup, ça c'est vraiment des points très positifs. Et je pense que du coup, que ce soit même en élargissant un peu, mais d'avoir bossé dans l'hôtellerie ou dans plein de trucs, bah j'ai fait des trucs différents, j'ai bossé pour des boîtes différents et pour des gens différents et avec des gens différents. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, en fait, t'apprends de chaque personne que tu rencontres. Donc, je suis grandi, en fait, tout simplement. Ça a été quoi les plus gros moments de doute que t'as eu là pendant toutes ces années ? Là, il y a quelques mois, enfin, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand je me suis dit, là, j'en ai marre de la régie. Faut que je commence à réduire un peu pour me reconcentrer sur mes trucs à moi. Mais en même temps, le risque de faire moins d'heures et donc du coup de galérer à faire le statut. Et donc, il y a une prise de risque en fait parce que, moment de doute à ce niveau-là. Ça n'a pas encore payé. Hein. C'est encore, tu vois, en dents de scie. Mais oui, moment de doute à ce moment-là. Ça a été quoi le moment où tu as été le plus fier du coup ? Franchement, je crois que c'est là, hein, c'est ces derniers mois, quoi. C'est vraiment... j'ai des projets qui commence à voir un peu le jour et tout, donc c'est hyper agréable d'avoir participé à la résidence. C'était hyper agréable parce que tu te dis ok, ton projet a été sélectionné, c'est hyper intéressant, et puis en fait franchement là dernièrement c'est ça les petites victoires en fait où tu te dis ok bon bah ça ce projet il est validé, ou tiens t'obtiens une bourse pour un projet en écriture. Ça c'est des validations du milieu. C'est pareil, ça paraît un peu con, mais dont j'ai besoin, a priori, et qui font du bien, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais ou changerais sur tout ton parcours ? Franchement, je vais te donner les 2 trucs. C'est que d'un côté, oui, j'aimerais bien gommer ces quelques années où j'ai pas fait... Enfin, tu vois, où j'ai bossé en hôtellerie, où j'étais un peu sans trop savoir. Mais en même temps, si je l'ai gommé, peut-être que j'aurais fait complètement autre chose. Et que du coup, j'aurais pas... juste, j'avais besoin de passer par là, en fait. Donc non, je pense que je referais rien différemment, même si, forcément, là, j'aimerais trop avoir 22 ans en me disant, allez, c'est cool et tout, mais à 22 ans, j'aurais pas eu l'expérience, je fais des guillemets avec les doigts, que j'ai maintenant, donc du coup, non. Et du coup, maintenant, c'est quoi le projet ? Tu te vois où dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ? Waouh, 1 an, 5 ans, 10 ans. Dans 1 an, franchement, j'aimerais beaucoup. Hein. Dans 1 an, techniquement, j'aurais avancé sur l'écriture de plusieurs projets sur lesquels je travaille aujourd'hui. Donc, j'espère que ces projets auront rencontré des productions, voire des chaînes, des trucs de développement. J'espère que j'aurai continué à rencontrer des nouvelles personnes, à commencer à bosser en tant que scénariste, vu que c'est quelque chose qui me plaît, plus qu'aujourd'hui, en tout cas. Et puis voilà, le pilote qu'on tourne le mois prochain, une fois qu'il sera fini, peut-être qu'il débouchera sur d'autres choses, et c'est mon souhait. Donc dans 1 an, et puis après voilà, aussi. C'est mon souhait. C'est ton souhait. Mais la continuité dans les années qui suivent, c'est ça, c'est de continuer à travailler en fait dans ce milieu-là, en fait d'être plus installé, on va dire. C'est histoire de dire en fait juste d'avoir plus de récurrence dans le travail et de voir en fait les projets se développer quoi. Se multiplier, se développer. Voilà. Et dernière question, mais est-ce que tu avais cette vision-là de ton travail quand tu étais en terminale ? Franchement, non, parce que je pense que je me suis dit... En fait, déjà, il y a le truc où... Terminale, mais c'est la même chose quand je suis sorti d'école. J'ai fait ce truc où je me suis dit, ok, dans 10 ans,
t'es réalisateur et tu gagnes ta Je suis vie à et Cannes, tout là-dedans, mon pote. tu vois. Pas loin, tu vois. C'est pas le cas. C'est pas grave, en fait. Je me dis, c'est trop marrant parce que c'est un peu le discours. Quand j'étais plus jeune, j'entendais ça. Je me disais, ouais, bon, d'accord, il y a des trucs que tu rates dans ta vie. En fait, c'est juste que ça se passe jamais comme tu prévois et tout. Et en même temps, là, je kiffe tellement tout ce qui est en train de se passer que c'est des surprises. Après, non, en terminale, je savais pas trop dans quoi je m'engageais. Je me disais, ah ok, bah, je vais faire une école où visiblement la voie, elle est un peu tracée sur les 3 ans à venir, mais après, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Ouais. J'espère que je réaliserai des films. Il s'avère que là, avec le contexte actuel, ce qui sort et ce que je consomme moi actuellement, je me tourne plus vers la série. C'est vraiment un truc qui me parle beaucoup en ce moment. Bon, bah, tu vois, ça, c'est un truc, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, je t'aurais fait, ah bah non, moi, je veux faire des films et tout. Bah, peut-être que non, finalement, et du coup, non, ouais, je pense que il serait surpris, quoi. Il se dirait, bah, putain, il a le melon, le gars. Peut-être il se dirait ça, je sais pas. L'émission, elle touche bientôt à sa fin, mais je voulais savoir si tu avais une petite recommandation pour nos auditeurs qui permettrait de se plonger un peu plus dans ton métier, dans ton quotidien, aborder les sujets, tu vois, d'écriture, de cinéma, de séries, etc. Bah moi, du coup, en fait, il y a un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps qui est un livre de Pierre Langlais. En fait, c'est un recueil un peu de témoignages. Ça s'appelle Créer une série. Et du coup, c'est vraiment, on recueille un peu les témoignages de créateurs de différentes séries. Créateurs en tout cas, ou showrunners de séries, de Fanny Herrero qui a fait 10%, à d'autres auteurs dont je vais pas avoir le nom de tout le monde, mais en gros, le créateur de Skins, le créateur de Oz. En fait, il y a plusieurs séries comme ça qui sont où en fait on reprend un peu les bases de comment l'idée est arrivée à jusqu'à la sortie en fait de la série et comment se sont développés ces projets. Je crois que je suis un peu dans une phase de tu sais, c'est pas des success stories, tu vois, mais de lire un peu, d'entendre des gens parler de leur expérience et tout, ça c'est trop bien. Et du coup, ouais. En tout cas, ce bouquin-là, moi, je l'ai trouvé très cool. Tu peux le lire un peu, tu peux t'axer uniquement sur les paragraphes qui parlent des séries que t'as vues. Voilà, tu fais un peu ton choix, mais c'était hyper intéressant, ouais. Ok. Moi, je rajouterais juste le manuel de survie du vidéaste de Ludoc. C'est cool, ouais. Et c'était très très cool. Il y a plein de petites techniques et tout. C'est un gars qui était chez Studio Bagel. Ouais. Et c'est hyper intéressant, hyper complet. Il y a plein de petites techniques, de petites bidouilles et tout. C'est un peu l'expert là-dessus. Donc c'est très cool. Et ben merci d'être venu. Et d'être venu nous parler de tout ton parcours. C'était très intéressant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Mais parce qu'on traîne un peu dans le même milieu. Dans les mêmes sphères, quoi. Ça fait très, tu sais, très... C'est l'entre-soi, quoi. Non, mais merci beaucoup d'être venu, en tout cas. C'était très cool. Trop bien. J'espère que j'ai pas été trop long. Non, pas du tout. 4h30. Oui, voilà, c'est clair. Il fait nuit, là, actuellement. C'est un Paris Sable d'Olonne, cette histoire. Donc vraiment très cool. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cette émission. Si ça vous a plu, et j'espère que c'est le cas, puisque si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que ça doit être le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes, par exemple, ou Spotify, avec une de vos plus belles critiques. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Comme je l'ai dit en début d'émission, il y a un compte Twitter et un compte Insta du podcast qui s'appelle « Qu'est-ce que tu vas faire ?» plus tard avec « Qu'est-ce que K-E-S-K ?» Voilà, qui est un peu compliqué, mais vous allez trouver, j'en suis sûr. En tout cas, j'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Au revoir. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, je récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.